Et en ce 8 mars, nous avons voulu parler des femmes au cœur des conflits. Premières victimes avec les enfants, premières à subir les violences psychologiques et physiques. Leurs combats, quand elles choisissent d'en mener, ont aussi la couleur de leurs idéaux. Notre invitée ce soir est la reporter Solène Chalvon-Fioriti. Bonsoir Solène. Bonsoir. Vous avez signé un très beau documentaire il y a 3 ans sur les Afghanes et vous présentez aujourd'hui Fragments de guerre et femmes du 7 octobre, les témoignages de Palestiniennes et d'Israéliennes qui subissent, alimentent ou défie le conflit. Alors Solène, votre signature, c'est la lecture des conflits à travers le regard des femmes. Quelle était tout d'abord votre intention quand vous vous êtes attaquée à ces deux documentaires? Déjà, l'intention de départ, vous l'avez résumé. Moi, j'ai à cœur d'apporter des récits qui sont portés majoritairement par des femmes. J'assume, c'est très unisexe, c'est façon Vatican, mais je trouve que les femmes sont tellement toujours cantonnées aux mêmes paroles, et a fortiori dans le conflit, où ce sont des paroles très très stéréotypées, où vous allez avoir très souvent, si vous faites attention, alors dans le conflit israélo-palestinien, c'est très visible, mais j'ai vécu ça au Pakistan, en Afghanistan, j'ai vu ça en Iran. On interviewe les femmes sur la douleur, sur leurs enfants. On les appelle par leur prénom. Très souvent, on les regroupe avec les enfants. On parle des bilans humains, on va dire 30% sont des femmes et des enfants. Donc, on les infantilise, parce que ce sont des adultes, pas des enfants, les femmes. Et donc, en fait, ces stéréotypes-là, ces clichés-là, je les avais déjà en tête quand le 7 octobre est arrivé. Et par la suite, en regardant toutes les images qui sortaient, le peu d'images qui sortaient de Gaza, les sujets qui étaient faits en Cisjordanie et en Israël, je me suis dit, il y a encore là, j'avais vraiment une volonté d'entendre. C'est pas simplement une parole de femme, ça veut pas dire grand-chose une parole de femme, mais l'intime, en réalité, pour des questions culturelles, d'éducation, pas parce qu'on est programmé différemment, l'intime, les femmes le racontent mieux. C'est mon expérience. Et en quoi sont-elles différemment touchées des hommes par ces conflits? Vous le voyez vous le voyez dans les deux films, en fait. C'est un intime féminin qui est exposé dans les deux volets, parce que la question du viol, bien sûr, est exposée. La question de l'espace privé, de l'intimité qui disparaît, comme cette femme israélienne qui perd tout, qui perd sa maison, son mari, son travail, vraiment son espace intime avec la catastrophe du 7 octobre. Mais on voit ça de façon très, très flagrante aussi, bien sûr, à Gaza, où les femmes n'ont plus d'intimité, puisqu'elles sont déplacées dans des camps. Dans les camps, si vous voulez, par géographie, vous vous retrouvez désormais voisine de quelqu'un à 2 mètres de vous dans la tente que vous ne connaissez pas. Donc, votre intimité est complètement violée. En plus, dans des sociétés qui sont quand même assez traditionnalistes. Et en Cisjordanie, on le voit d'autant plus avec une femme qui est sur le point d'accoucher, qui perd les os et qui est stoppée pour une question de contrôle d'identité juste avant l'hôpital. Donc, c'est cet intime féminin que je voulais Par l'armée vraiment israélienne. mettre en lumière. Tout à fait, arrêté par l'armée israélienne. Vous citez dans votre documentaire Fragments de guerre qui se déroule dans les territoires palestiniens. Vous ouvrez votre documentaire avec Nissan, qui est une petite fille de 7 ans. C'est évidemment toute cette séquence avec sa tante, sa maman, est bouleversante. Elle dit, cette petite fille, la mère ne déménage pas tout le temps, comme nous, vous parliez de ces camps de déplacés. Et sa tante dit plus loin, la mère est mon seul réconfort et Dieu merci, ils n'ont pas d'intérêt à bombarder la mer. Pourquoi ces femmes ont-elles voulu, et ces petites filles, là c'est leur maman qui accepte qu'elles témoignent, ont accepté de témoigner? Je crois que c'est vraiment lié. Alors d'abord, il se trouve que la tante de Nissan est journaliste, donc elle a, comme nous, une envie d'appréhender le réel. C'est son travail. Elle fait ça. D'ailleurs, elle a été récompensée pour ça. Nissan et sa famille, je pense que c'est davantage. Je crois que ce à quoi ils ont vraiment adhéré au départ, c'est de vouloir raconter la vie, pas la survie, pas la mort. Mais d'être vraiment dans une tentative d'humanisation pour un peuple ces derniers mois qui a été tellement privé de visage, qui a été tellement déshumanisé. Cette petite fille, c'est vraiment le visage de l'innocence, ça, bien sûr, mais c'est aussi le visage de la vie. Vous l'avez vu, c'est un pitre. Elle est tout le temps, elle joue. Quand on me demande ce qui a été le plus difficile dans ce tournage à distance à Gaza, je dis... Franchement, ça n'a pas été la logistique, parce que les journalistes savent où est-ce qu'ils doivent aller chercher de l'Internet, près des hôpitaux, près des agences de presse. Mais le plus difficile, ça a été de faire tenir cette petite fille en place, parce qu'elle est comme tous les enfants du monde. Et je dis ça à dessein, c'est pas une formule. C'est-à-dire que j'avais vraiment à cœur qu'on se rappelle, qu'on étende notre humanité jusqu'aux Palestiniens de Gaza, parce que c'est le sens de votre travail et du mien. Un devoir d'humanité, de se sentir utile par nos propos. Et là, empoigner l'humanité
pour moi, c'est presque, je mets ça à égalité que la qualité de mes infos et de mon récit. C'est-à-dire que je trouve que c'est une mission qu'on a, puisque tous ces visages ont été invisibilisés ces derniers mois. Vous parliez des circonstances de tournage, parce qu'on le précise, aucun journaliste n'est autorisé, étranger n'est autorisé à entrer, et israélien, dans la bande de Gaza. Comment avez-vous fait, comment avez-vous obtenu ces séquences? Comment avez-vous travaillé avec cette famille? Mais en fait, c'est pas... là, vous voyez, c'est intéressant cette question, parce que, en fait, c'est facile. Parce qu'il y a des gens très qualifiés. D'abord, Voilà, il y a des gens des très journalistes sur qualifiés. place, parce qu'effectivement, on travaille nous aussi, Tout à évidemment, fait. avec des Oui, journalistes bien sur sûr, place. bien sûr, France 24 aussi. Transmettre les infos. Et d'ailleurs, France 24 a été très aidant aussi dans cette recherche. Mais en fait, des cadreurs, des cinéastes, des journalistes, des gens parfaitement anglophones, en fait, il y en a beaucoup, pas seulement à Gaza, mais dans cette région du monde où les gens sont particulièrement calibrés. Et d'ailleurs, les femmes, qui représentent plus de la moitié des étudiants à l'université. Donc en fait, trouver les compétences, ça n'a pas été difficile. C'est mon métier de journaliste. Et en plus, quand vous travaillez sur les dictatures, malheureusement, l'accès vous est souvent fermé. Donc, j'avais une certaine expérience de piloter des tournages, des tournages à distance. Maintenant, ce qui a été difficile, et c'est ce que raconte la petite, c'est que, en fait, ces gens, pendant des mois, ont été constamment déplacés, les familles éclatées. Par moments, au début, on avait trouvé une première petite fille, elle a disparu. On n'a pas réussi à la retrouver, on ne sait pas si la famille est vivante, enfin, ça nous a pris des semaines. Et finalement, Nissan, qu'on a pu suivre dans cette itinérance, qui maintenant est dans le nord de la bande de Gaza, qui a repris... D'où elle était originaire, elle est rentrée chez elle. Tout à fait, enfin, pas chez elle, puisque chez elle, ça n'existe plus, mais qui, là, est retournée pour la première fois dans un semblant d'école, dans une tente, une tente des UN, des Nations Unies, qui est habilitée pour ça. Donc, on se réjouit, bien sûr, et on espère. On le voit aussi dans ces documentaires, de part et d'autre, le corps des femmes est attaqué. C'est la première vulnérabilité des femmes, des petites filles aussi. Ça, on l'avait vu de votre documentaire concernant l'Afghanistan, prise dans les conflits. Vous donnez la parole, et elle la prend depuis qu'elle a été libérée, à Amit Soussana, qui a été une Israélienne enlevée par le Hamas et qui a subi des violences sexuelles dont elle parle aujourd'hui. Je ne veux pas être définie par cela, c'est ce qu'elle ne cesse de dire. C'est la seule qui prend la parole, et c'était important aussi de l'entendre dans ce documentaire. Oui, c'est une femme magnifique, et je suis très, très fière de la voir dans mon film. D'abord, elle était avocate, je crois. Tout à fait, elle était avocate. Avant l'attaque. C'est une pure civile. Amit Soussana, c'est une pure civile israélienne. Elle était avocate, elle habitait dans un kibboutz. Même si vous avez côté Hamas, côté palestinien, des femmes qui vous disent, pour moi, tout Israélien, toute Israélienne est militaire et n'est pas civil. Il y a une distinction qui sera à faire. C'est pas des femmes, c'est une militante du Hamas. Voilà. Attention, ça, bien sûr, c'est pas quelque chose que j'ai entendu de façon si fréquente là-bas. En revanche, Amit Soussana, donc pour le coup, avocate dans un kibboutz, est enlevée, raconte en fait cette captivité avec, là encore, donc ce qu'on peut attendre, c'est-à-dire un récit très pudique, empreint de dignité, sur les violences sexuelles qu'elle a subies. Je rappelle que c'est la seule femme vivante à avoir publiquement témoigné de ses actes. Elle ne l'avait pas fait. En fait, elle l'avait jamais fait pour une télé européenne, parce que Amit Soussana, comme toutes les victimes de viol, malheureusement encore, quand elle témoigne à voix haute, eh bien, elle se prend des tempêtes et des torrents de cyberattaques. Et donc là, elle l'a fait. Et ce qui est intéressant, c'est pas simplement qu'elle l'ait fait. Ce qui est intéressant, c'est que dans son propre récit, vous avez vu les paroles, les mots qu'elle choisit, cette femme, pour parler de cet acte. Non seulement elle dit qu'elle n'est pas une victime, qu'il ne la définira pas, mais même elle brise vos préjugés sur les violences sexuelles, parce qu'elle vous dit, mais en fait, quand on me demande ce qui a été le pire pour moi en captivité, c'était pas ça. Peut-être qu'en fait, c'était quand j'étais passée à tabac, parce qu'on faisait venir des gens pour me regarder, et du coup, je me sentais encore plus humiliée. Et cette parole, la profondeur de cette parole, n'est possible, je crois, que parce que justement, on est dans un film de femmes où les femmes se sentent en sécurité, à la fois avec l'équipe de tournage. On revient, on a mis des mois, évidemment, à la convaincre. Et finalement, elle a toute sa place, bien sûr, dans ce film. Dans chacun de vos documentaires, on entend le désarroi des femmes qui ne savent pas comment protéger leurs enfants. Pour l'une d'elles, à Gaza, d'ailleurs, elle nous dit qu'elle voudrait remettre son enfant à l'intérieur, dans son ventre, bien en protection. C'est vrai que le dénominateur commun entre toutes ces femmes, même si pour certaines d'entre elles, elles se détestent, il y a de la haine, côté israélien, et côté négation de l'autre. Négation de l'autre, voilà, de partisans du Hamas, ou des colonies, des femmes, voilà, les femmes colons, effectivement, dans des colons, notamment aux avant-postes. Toutes veulent protéger leurs enfants, elles veulent un avenir, elles veulent protéger leur famille. Et c'est vrai que c'est ça qui les rassemble, et en même temps, il y a cette haine qui les oppose, idéologique. Oui, mais ça, malheureusement, c'est vrai que quand on est journaliste, on sait ça, on sait qu'on vient tous de quelque part.
On sait qu'on a tous une bonne raison pour faire quelque chose. Et moi, je ne voulais pas porter de jugement sur les femmes. D'ailleurs, je porte jamais de jugement sur les témoins de mes films. Et bien sûr que ces deux femmes dont vous venez de parler, la femme colon et cette militante du Hamas, elles sont glaçantes. Ce sont des paroles de violence, de très très grande violence, dites bien sûr de façon très maîtrisée. On doit éduquer nos enfants pour tuer, notamment tout côté à fait. palestinien, ça va loin. Oui, et d'ailleurs du côté de cette femme colon qui nous raconte de façon tout à fait naturelle, avec un naturel déconcertant, que ils habitaient tout à côté, les Bédouins, mais on s'est tellement acharnés, ils ont compris qu'on était très acharnés, on les a fait partir. Mais la raison pour laquelle j'ai vraiment besoin qu'elle soit là, c'est d'abord parce que je cherche à lutter contre les stéréotypes de genre et que je suis fatiguée qu'on m'explique que la violence c'est une affaire d'hommes et que les femmes, en fait, dans les récits sont toujours là pour attendrir. Bon, moi, c'est vrai que ça me dérange. Mais en plus, c'est pas que ça. C'est que, en fait, cet angle mort fait qu'on ne connaît pas cette partie-là du conflit. On ne sait pas que le Hamas mise sur des femmes éduquées. On ne sait pas que les femmes colons organisent, s'implantent dans des communautés d'abord entre femmes et ensuite font venir par endroits les hommes une fois qu'elles se sont bien établies. Et elle le dit d'elle-même avec ses mots pour s'accroître démographiquement. En fait, on n'a pas ces informations. Donc, si on n'a pas ces informations, là, c'est pas moi, Solène Chalmon-Fioriti, qui fait ma féministe militante. Si on n'a pas ces informations, on rate une partie de l'histoire de ce conflit. Et c'est pour ça que je pense que, mine de rien, c'est pas que j'ai une méthodologie, mais je crois que quand on regarde attentivement dans chaque conflit, et c'est d'autant plus vrai en Afghanistan, il faut faire attention parce qu'à force de parler à la place des femmes, non seulement on leur confisque la parole, mais on rate quand même un récit qu'on n'avait pas forcément imaginé. Arrêtons-nous effectivement sur la situation des femmes en Afghanistan. C'est un pays auquel vous êtes très attaché. Ça se sent dans votre documentaire, dans vos documentaires. Ces femmes, vous les avez côtoyées pendant des années. Je pense notamment à votre traductrice. Elles ont vu, et notamment surtout ces Afghanes qui étaient citadines, à quel point tout pouvait basculer en quelques mois. C'est bien la démonstration que rien, les libertés, ne sont jamais acquises. Alors, dans le cas de l'Afghanistan, franchement, les libertés n'étaient pas acquises parce qu'elles étaient fragiles. Pour avoir été pendant 10 ans de la République, de la feu République d'Afghanistan, pour avoir habité si longtemps à Kaboul, je sais que... En fait, vous voyez la situation iranienne, par exemple, vous sentez que les Iraniennes sont beaucoup plus outillées. Elles ont le soutien des hommes aussi. Elles ont le soutien des hommes, pas le cas, bien sûr. Bon, certaines ont le soutien des hommes, pas toutes. Là aussi, je me dis, il faut faire attention avec nos représentations, mais vous avez raison, elles ont le soutien des hommes et surtout, elles ont l'arme de l'éducation. Il ne faut pas oublier que les Afghanes, mes propres amis, ma propre traductrice dont vous parliez, ces femmes-là, l'élite avait disparu de ce pays depuis très longtemps à cause de la guerre, depuis 40 ans. C'était une classe moyenne très fragile. Donc, j'ai pas eu une seule amie en 15 ans dont la mère n'était pas analphabète. Les mamans n'avaient pas été formées, si vous voulez, parce qu'elles avaient vécu l'occupation soviétique, la guerre civile. Donc pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce qu'une classe moyenne fragile, quand un événement pareil, aussi sidérant, vous tombe dessus, malheureusement, il n'y a pas de pare-feu. Et là, c'est ce qui est malheureusement dramatique, et pourtant Dieu sait que moi-même j'ai tellement besoin de la possibilité d'un espoir pour l'Afghanistan. Malheureusement, les talibans sont capables d'effacer cette génération. Ils sont déjà en train de le faire et ils sont très aidés parce que comme c'est un pays qui s'enfonce dans la pauvreté, comme oui, évidemment il y a de la résistance, mais c'est une résistance, vous savez, je l'ai vu tout de suite, on le voit tout de suite quand on venait à Kaboul, quand les talibans sont arrivés, avant même qu'ils entament leurs interdits dans la rue. Vous sentiez que le vent avait tourné, vous sentiez que les hommes se ressentaient autorisés de vous dire mais toi qu'est-ce que tu fais dehors toute seule. C'est un climat, vous voyez, la domination masculine, la peur en fait qui est à nouveau omniprésente. Tout à fait. Et pourtant vous parlez de résistance, il y a cette résistance par l'éducation notamment. Il y a ce témoignage dans ce documentaire afghan de cette femme qui continue de transmettre et ces écoles clandestines qui sont là, les talibans les connaissent pour l'instant, c'est ce que vous dites, elles sont tolérées pour combien de temps? Je crois que l'UNICEF, vous donnez le chiffre, parle de 10 000 écoles clandestines encore dans le pays. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on comprend qu'il y a une tentative d'invisibiliser les femmes et de leur retirer toute capacité de s'éduquer. Alors, franchement, là-dessus, je pense que j'aurais pas à dire de plus. Les gens sont malheureusement informés. Les Afghanes ne peuvent plus aller à l'école après 12 ans, ne peuvent
plus rien faire, mais plus rien faire. C'est-à-dire, la liste est tellement longue et tellement par moments absurde. Ça va d'aller dans un parc national, à sortir de chez vous seul, à vous approcher de la fenêtre. Enfin, il y a vraiment des interdits qui sont pris, je dirais pas par cruauté, parce que c'est pas de ça dont il s'agit, c'est juste pour montrer, les talibans cherchent à montrer que non seulement que les femmes n'auront rien, qu'elles ne pourront prétendre à rien et que surtout elles ne doivent pas prétendre parce qu'ils ont peur des femmes. Vous savez, quand ils ont fermé les salons de beauté, alors qu'ils ne se sont pas attaqués au secteur privé, le seul endroit, la seule lumière pour les Afghanes aujourd'hui, c'est de travailler dans le secteur privé. Vous avez encore des femmes entrepreneurs. Et sur la question du tailoring, vous savez, comment on appelle ça, pas des stylistes, mais des magasins... Le patronage. Tout à fait, voilà. Dans les métiers du patronage et du stylisme, au prétexte que les hommes ne devraient pas faire des vêtements aux courbes féminines, les femmes ont par exemple le droit de travailler. Si bien que vous rencontrez des centaines et des milliers de femmes qui sont désormais artisanes. Parmi elles, vous avez des anciennes jeunes filles qui sont bac+5, bac+6, qui étaient ingénieurs, mais voilà, qui résistent comme ça. C'est-à-dire, elles aussi, elles attrapent ce qu'elles peuvent attraper. Mais pourquoi ils ont fermé les salons de beauté ? Après tout, c'était le secteur privé. Parce que c'est tout ce qu'ils ne supportent pas. C'est-à-dire des femmes entre elles, dans un monde où les hommes ne rentrent pas et dont ils savent, parce que les salons de beauté c'était la musique, c'était des femmes découvertes et dont ils savent qu'entre elles, si elles parlent, elles sont dangereuses. Et c'est ça qui est intéressant pour moi aujourd'hui, vraiment j'aurais pas du tout dit ça il y a 3 ans, c'est que la seule résistance de ce pays, même si, voilà, elle ne... Je ne sais pas comment vous dire, peut-être qu'elle manque de superbe à l'image. La seule résistance de ce pays, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde, c'est les femmes. Parce que l'opposition militaire a été mise à sac. Les talibans, en plus, maintenant, là, depuis assez peu de temps, finalement, sont en train de vivre une crise politique interne très, très forte. Et pendant ce temps-là, il y a toutes ces écoles secrètes, il y a tous ces ateliers qui se montent, il y a toutes ces stratégies de contournement, des radios de femmes qui se font fermer et hop, qui ouvrent une antenne ailleurs sous un autre nom. Alors oui, c'est chiche. Oui, les gamines n'ont plus de livres dans les écoles secrètes. Oui, il y a le problème, malheureusement, de la faim et de la pauvreté, mais cet appétit pour l'apprentissage, il est renversant. Il est vraiment à voir, il est renversant et surtout, j'y étais encore il y a 2 mois, il perdure malgré tout. Et c'est lui qui a la capacité de tout transformer. Ce qu'on entend aussi dans ce documentaire-là, c'est à quel point elles ont servi de stratégie géopolitique qui les dépassait complètement. Je remonte à l'invasion russe, à la tentative de domination russe, et elles ont été abandonnées, et ça c'est le cas partout dans le monde, immédiatement abandonnées. On les utilise et puis on les jette, et qu'on n'a plus besoin de se servir d'elles. Oui, alors ça c'est un cas évidemment très extrême, l'Afghanistan, et c'est un pays unique au monde. C'est vrai que l'Afghanistan concentre vraiment toutes les violences faites aux femmes. C'est pour ça que l'exemple est saisissant. En termes de loi liberticide, c'est un cas d'école. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il faut vraiment se poser la question, dans l'ordre du monde, dans l'état du monde actuel, la question de qu'est-ce qu'on sacrifie d'abord, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier dans une société. Et si vous faites attention, et on a vu ça aux États-Unis aussi, on le voit grimper avec la lutte contre l'avortement ou pour l'avortement, c'est selon, qui est en train de cristalliser aussi vraiment des partis politiques, des tendances, etc. On voit que les droits des femmes sont très souvent, même dans des sociétés beaucoup plus modernes, sont très souvent ce qui passe à la trappe. Et encore une fois, je reviens au film sur Israël, parce qu'on pourrait se dire, moi, dans la société israélienne, qui est finalement une société qui nous ressemble, où les femmes sont protégées, etc., il n'y a pas de raison que la crise s'abatte sur elles de façon plus forte. Et on voit, non seulement on le voit, mais on voit que par moments, c'est très insidieux. Voilà, c'est des gens qui parlent de charge mentale, qui sont des mots de notre quotidien, et en fait, qui, elles aussi, les frappent de plein fouet, et font qu'à cet endroit-là, un homme n'aurait pas payé, alors qu'elle paye un prix très très cher. Donc on doit rester très éveillé, bien sûr, pour toutes nos sœurs du monde entier, parce que malheureusement, je pense que ces documentaires peuvent se décliner presque à l'infini. Ouais, et toutes parlent de nous à chaque fois. Merci beaucoup, Solène Chalvon-Fioriti. Ces 2 documentaires sont à découvrir sur France 5 demain dimanche à partir de 21h05. Et puis votre documentaire Afghan est toujours visible à découvrir, si vous ne l'avez pas déjà vu, en replay sur le site de France Télévisions. Merci d'être venu. Merci.